Bienvenue dans ce nouvel épisode de Code for Thought. Salut, c'est moi, Peter de Code for Thought. Et pour cet épisode, Ghislain et moi sommes absolument ravis d'accueillir Audrey Banex et Diego Antolinos Basso. À ce moment-là, tous les deux ont travaillé à Sciences Po, mais depuis, Diego a commencé un nouveau poste à l'université de Neuchâtel en Suisse. En fait, j'ai rencontré Diego l'année dernière à un atelier de Sciences Po à Paris, où il a présenté avec ses collègues le projet RES1, c'est-à-dire le réseau d'ingénieurs à Paris. RES1 est une collaboration entre Sciences Po et l'Université Paris-Cité, et l'objectif du projet est de créer un réseau pluridisciplinaire pour les professionnels de recherche au sein des deux institutions. Et dans l'entretien suivant, Audrey et Diego nous expliquent pourquoi créer un réseau d'ingénieurs et à quoi il sert. Bonne écoute. Bonjour Diego, bonjour Audrey, merci d'avoir répondu à mon invitation pour le podcast Code for Thought. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter pour les auditeurs et les auditrices qui ne vous connaîtraient pas? Bonjour Ghislain, je m'appelle Diego Antolinos Basso et je suis ingénieur de recherche à Sciences Po dans deux centres de recherche, le Media Lab et le CEVIPOF. Je dis que je suis ingénieur de recherche, mais en réalité je suis chargé de mission FNSP, Fondation Nationale de Sciences Politiques. Je ne rentre pas dans les détails des tutelles des centres de recherche et de Sciences Po lui-même comme institut, mais c'est important de le dire. Audrey Banex, je suis responsable de projet scientifique au Media Lab de Sciences Po. Donc je travaille avec Diego très souvent. On travaille en binôme sur beaucoup de projets. Et je suis aussi assimilée au statut d'ingénieur de recherche avec le reste de l'équipe technique du Media Lab et certains autres collègues de Sciences Po. Tous les deux, vous mentionnez le Media Lab. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quelles sont les thématiques de recherche et tu peux aussi nous parler un peu des tutelles, parce que c'est vrai qu'on a, nous, plutôt l'habitude des tutelles dans le domaine informatique et des sciences. Mais pour Sciences Po, ça pourrait être intéressant aussi de savoir un peu qui vous finance. Du coup, le Media Lab est une équipe d'accueil de recherche de Sciences Po et n'a pas de tutelle CNRS. Mon deuxième centre de recherche, le CEVIPOF, est un laboratoire qui est aussi un laboratoire de recherche à Sciences Po, mais qui est une UMR CNRS. Il y a différents centres, il y en a 10 à Sciences Po, des centres de recherche, et ils n'ont pas tous la tutelle CNRS, le Media Lab ne l'a pas. Le Media Lab a été créé en 2009 par Bruno Latour. Et aujourd'hui, il y a, si je ne me trompe pas, 6 chercheurs permanents, beaucoup de doctorants. Mais la spécificité de l'équipe, c'est qu'elle a toujours été organisée en 3 pôles. Un pôle technique, donc Audrey parlait de l'équipe technique. C'est un pôle d'ingénieurs de recherche, principalement développeurs, avec des formations d'ingé, école d'ingé. Un pôle de design, avec des designers, avec un directeur du design. Et puis un pôle académique, avec des chercheurs. Il y a cette sorte de triptyque, ou ce trépied plutôt, qui constitue le Media Lab et qui le rend un peu particulier. Voilà. J'oublie quelque chose? Non, je crois pas. Juste dire peut-être que oui, l'équipe technique du Media Lab, donc c'est des gens qui ont fait soit des écoles d'ingé, soit qui ont fait des écoles d'ingé et ont des doctorats en plus. Je dis ça parce que ça peut être important aussi pour si on veut discuter un peu des statuts par rapport aux ingés CNRS. Et c'est aussi des gens qui font de la recherche par ailleurs, qui ont leur propre sujet de recherche au sein de l'équipe technique, ce qui n'est pas le cas de tous les ingés de recherche partout. Voilà. Et la spécificité du Media Lab, c'est que comme on n'a pas de tutelle CNRS, ce qu'on appelle ingénieur de recherche au Media Lab, c'est vraiment nous qui l'avons défini nous-mêmes d'une certaine manière, alors que dans des laboratoires comme le CEVIPOF se côtoient des gens qui sont assimilés à ingénieurs de recherche, comme Diego, mais des ingénieurs de recherche qui ont été recrutés sur concours CNRS et qui vont travailler au CEVIPOF. Et du coup là, il y a, comment dirais-je, deux statuts, un vrai statut et quelque chose qui essaye d'être un statut qui se entre en collaboration ou en friction. Quand tu dis effectivement que vous avez dû définir un petit peu votre propre rôle d'ingénieur de recherche non statutaire, par rapport aux prérogatives d'un ingé de recherche tel que c'est publié sur le site du ministère, qu'est-ce qui diffère par rapport à, on va dire, un ingé de recherche recruté sous statut CNRS? Beaucoup de diversité, je pense, dans les missions des ingénieurs de recherche ou d'études ou même des techniciens au CNRS. Du coup, je ne sais pas s'il y a vraiment fondamentalement quelque chose qui pourrait faire le distinguo, en fait. Il y a beaucoup de missions très différentes en tant qu'ingé de recherche dans l'équipe technique du Media Lab. C'est ce qui change énormément, je pense, la question c'était bien entre ce que nous on définit ingénieur de recherche et puis les ingénieurs de recherche CNRS. Ce qui diffère, c'est la carrière, en fait.
Au sein de notre tutelle Sciences Po, en fait, il n'y a pas de plan de carrière pour les ingénieurs de recherche ou assimilés ingénieurs de recherche, mais pas du tout. C'est pas prévu, ils connaissent pas nos métiers, ils savent pas ce que c'est, quoi. Alors que quand même, quand on est ingénieur CNRS, qu'on soit ingénieur d'études, ingénieur de recherche ou technicien, il y a des grilles, il y a une progression à l'ancienneté, il y a des fiches de mission qui sont quand même assez précises. Alors, peut-être pas sur les questions de thématique, mais peut-être sur les questions de responsabilité. Mhm. Quel est le périmètre de responsabilité d'un ingénieur de recherche, d'un ingénieur d'études, etc. Au CNRS, ça me semble assez défini. Au sein de Sciences Po, ça l'est pas du tout, quoi. Nous, on se dit ingénieur de recherche, c'est marqué sur notre fiche de poste parce que grosso modo, c'est nos N+1 qui les écrivent et qui donc ont à cœur de faire aussi un peu vivre ce métier au sein de Sciences Po. Mais toutes ces questions-là, elles sont pas du tout adressées. Et dans ces cas-là, ces ingénieurs-là se recrutent en CDD ou est-ce qu'il y en a quand même qui sont en CDI? Non, il y a des gens en CDI et il y a des gens en CDD. Il y a les deux. Et justement, donc, donc Diego, tu disais qu'il y avait donc 10 équivalents UMR, 10 équipes de recherche. Ouais. Il faut faire vivre ce réseau. Et est-ce que c'est ce qui t'a amené à ce qui vous a amené à créer le réseau Raisin? C'est bien ça. On est quand même un groupe, je pense, selon les années, selon les CDD, entre 20 et 40 assimilés ingénieurs de recherche, donc avec des postes de gens qui travaillent dans la recherche, mais qui ne sont pas des chercheurs à Sciences Po. Et donc, il faut faire vivre, en fait, toute cette institution. On a la chance d'être plus ou moins tous regroupés sur un même site depuis quelques années. Et donc on se côtoie. On se côtoie, ça nous a amené au Media Lab, puisque l'équipe technique du Media Lab, qui regroupe les ingénieurs et développeurs du Media Lab, est conséquente. Elle fluctue entre 5 et 10 selon les moments, mais surtout selon les stages, selon les CDD qui passent et les projets. Ça donne une dynamique. Et cette dynamique, elle a amené l'équipe technique du Media Lab à créer un atelier. Et ensuite, en collaboration avec le groupe plus large des ingénieurs qui sont dans tous les 10 centres de Sciences Po, un séminaire. Du coup, le METAT, l'atelier de méthode, et le METSEM, le séminaire de méthode de Sciences Po, existent maintenant respectivement depuis, je dirais, 10 et 7 ans. Et ça prédate Raisin de longtemps. Donc, quand on crée Raisin, on ne part pas de nulle part. On part d'une communauté existante et d'une communauté qui a déjà ses propres initiatives, ses propres dynamiques. Ouais, si je peux compléter, il n'y a pas d'ingénieur de recherche ou d'ingénieur de support à la recherche dans tous les centres de Sciences Po, en fait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, en tout cas au Media Lab et au CEVIPOF aussi, je crois, tous les ingénieurs de recherche sont des publiants. C'est aussi important. C'est-à-dire que, finalement, on n'est pas chercheur à Sciences Po, en tout cas pour ceux qui ont des doctorats, comme moi, mais parce qu'on n'est pas... notre doctorat, il n'est pas en sciences humaines et sociales. Donc, de toute façon, on n'était pas recrutable sur des postes de recherche à Sciences Po de chercheurs. Voilà. Pour autant, on a une appétence pour les sciences humaines et sociales. On a des doctorats qui peuvent être au croisement entre des techniques. Moi, c'est intelligence artificielle et données de santé. Donc, voilà. Donc, ils peuvent avoir un intérêt pour les sciences humaines et sociales. Du coup, moi, j'ai la chance de travailler au Media Lab et donc dans cette équipe technique qui est assez structurée, où on voit les gens tous les jours, où il y a une vraie dynamique d'équipe. Mais il y a des ingénieurs à Sciences Po qui sont très isolés dans d'autres équipes, y compris qui peuvent être à travailler en collaboration avec des chercheurs CNRS, puisque ça peut être dans des équipes mixtes, sans avoir le statut pour autant d'ingénieur de recherche CNRS, et du coup, les attentes sont pas les mêmes. Donc, ils se retrouvent assez isolés et finalement, leurs méthodes de travail et ce qu'on leur demande sont assez différentes de celles du Media Lab. Le Media Lab, il s'est construit autour de l'équipe technique, en fait. L'équipe technique, c'est les gens, c'est les personnels qui étaient là au début du Media Lab. Et je pense que ça, c'est super important pour comprendre un peu la dynamique qui s'est créée autour de ça et pourquoi on ne travaille pas au Media Lab comme on travaille dans les autres centres de recherche de Sciences Po là-dessus. Tu dis qu'il y a une variance au niveau du rapport au support technique à la science qui est différente. Il y a une variance au niveau du rapport de pouvoir, en fait, Oui. au sein des collaborations de travail. C'est ça que je suis en train de dire. Ouais. Et c'est ça aussi qui amène du coup les dynamiques d'équipe et les investissements plus ou moins importants dans l'équipe technique et dans le recrutement d'ingé. Et c'est ça aussi qui a mené à la naissance de Raisin, en fait, parce que Diego et moi, et éventuellement le reste de l'équipe technique, on avait un certain nombre d'idées qu'on aimerait faire financer, d'outils, de méthodes, de séminaires, etc., qu'on aimerait faire financer. Mais quand on n'est pas chercheur statutaire, c'est compliqué de trouver des financements, en fait.
Et avec Raisin, on a eu la chance de pouvoir avoir de répondre à un appel IDEX. Donc ça va être un financement en fait d'actions de collaboration entre Sciences Po et l'Université Paris-Cité. Voilà. Donc c'est piloté par des gens de ces deux institutions qui décident grosso modo quels vont être les projets financés. Et c'était ouvert, enfin les ingénieurs pouvaient porter ce type de projet, donc on était super contents de pouvoir faire financer nos idées, les besoins qu'on avait pu recenser de collaboration au sein de Sciences Po, les faire connaître au sein de l'Université Paris-Cité, parce qu'on a supposé que eux aussi avaient finalement sans doute les mêmes soucis que nous. On a monté un projet, donc le projet Raisin, et notre proposition souhaitait s'appuyer sur les initiatives existantes. Donc j'ai cité tout à l'heure le séminaire de méthode, l'atelier de méthode, et puis ça s'appuyait aussi sur toute la réflexivité, toutes les réflexions, toutes les idées que l'équipe technique du Media Lab et que les ingénieurs de Sciences Po portaient, donc l'importance du soin à accorder au réseau et de la valorisation nécessaire des métiers qu'on fait dans la recherche comme spécifiques, comme n'étant pas du travail de recherche, mais du travail, parfois on l'appelle soutien à la recherche, support, l'importance de valoriser ces métiers-là. Et le projet a été bien accepté, et finalement, voilà, comme le disait Audrey, on arrive à faire financer ces missions-là. Vous avez dit que c'est un projet que vous avez monté en commun avec Paris-Cité. Ces deux groupes ont identifié une problématique commune. Mhm. Vous avez monté un projet, vous avez obtenu un financement. Qu'est-ce que ce financement vous donne et quels sont les gages ou les attentes en termes de temps, en termes de livrables par rapport à ça? Alors on a immédiatement identifié les collègues au sein de l'Université Paris-Cité qu'on connaît et dont on savait qu'ils avaient ces mêmes idées et ce même soin porté sur les missions de l'ingénierie dans la recherche. On a constitué un comité de pilotage qui réunit du coup 3 personnes de l'Université Paris-Cité et puis 3 personnes de notre côté. Voilà, on leur a présenté les choses qu'au final, ils connaissaient déjà. On connaît tous bien les mécanismes de financement de la recherche. Notre mission, ça a été de packager des choses que l'on fait déjà, des choses qui sont solides, qui existent depuis plusieurs années, et de les développer. On n'est pas parti de zéro. On est parti de connaissances qu'on avait à l'Université Paris-Cité, on est parti de séminaires et d'ateliers qu'on connaissait très bien et dont on sait qu'ils fonctionnent, et ce qu'on a souhaité faire, c'est pouvoir les développer. En termes de livrables, nous, ce qu'on a vendu, pour le dire simplement, c'est vraiment la création d'un réseau. C'est l'animation d'un réseau. La création, la constitution d'un réseau d'ingénieurs dans la recherche entre les deux institutions. On s'est donné comme outil le séminaire, l'atelier et la création d'un annuaire. On s'est également doté tout de suite, parce que pour nous c'était fondamental, du financement d'un poste à temps plein pour ce projet-là. Parce que pour nous, la constitution d'un réseau, c'est quelque chose non seulement de fondamental, mais aussi extrêmement chronophage. C'est une mission à part entière. C'est pas un side project, Raisin. Pour nous, c'est quelque chose de fondamental. Du coup, le financement pour nous d'un projet, d'un poste, certes en CDD, certes temporaire, a été fondamental. On parle d'un CDD de 2 ans. Le Raisin, c'est un projet qui est un projet de 2 ans, en fait. C'est ça, j'allais te poser la question de quel était l'horizon de temps que vous étiez accordé, donc ces 2 ans. Des réseaux d'ingé de recherche, il y en a pas mal, notamment le CNRS est connu pour faire vivre des gros réseaux, je pense à Calcul par exemple, ou Math, etc. J'ai envie de me faire l'avocat du diable et de vous demander déjà pourquoi un de plus. Ouais. Et puis peut-être, pour aller un peu plus loin, est-ce que vous êtes appuyé sur l'expérience de montage d'autres réseaux pour peut-être démarrer avec une méthodologie qui a déjà fait ses preuves? On a bien évidemment rentré en contact avec les réseaux qu'on connaît. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on l'a dit, mais qu'à demi-mot, on parle, nous, Audrey, moi, le Media Lab, de la place d'ingénieurs dans des sciences humaines et sociales. Il existe pour autant déjà des réseaux d'ingénieurs de recherche qui touchent aux sciences humaines et sociales. On a participé avec Audrey depuis sa création au réseau Maté SHS. Du coup, c'est l'un de ceux avec lesquels on est rentré tout de suite en relation plus ténue pour le montage de Raisin. Pas dans une comparaison 1 à 1, mais dans une volonté de compléter le travail déjà existant. La chance d'avoir obtenu ce financement, la chance d'avoir demandé un poste pour le projet Raisin permettait de venir ajouter une brique. On n'a jamais souhaité remplacer les réseaux existants, mais il y a certaines choses que les réseaux existants ont décidé de ne pas faire.
et que du coup, avec Raisin, on avait la chance de pouvoir tenter. En fait, il me semble qu'avec Raisin, ce qu'on a essayé de faire, c'est pas tant un réseau, parce qu'effectivement, ça existe déjà, que de travailler sur un maillage qui est beaucoup plus local. Et c'était ce qui nous anime, je crois que c'est plus l'idée de communauté que l'idée de réseau. Donc de faire quelque chose de plus local, de tisser des liens avec les gens, d'apprendre à se connaître, de se former les uns les autres, de se rendre service les uns les autres aussi. Je peux illustrer ça peut-être en parlant un petit peu de notre atelier de méthode. L'atelier de méthode qui est animé par les ingénieurs de Raisin et qui est proposé par Sciences Po sur notre temps de travail. Ça se passe tous les deuxièmes mardis de chaque mois, toute l'après-midi, et on va recevoir n'importe qui, en lien avec la recherche tout de même, de près ou de loin, qui a un problème technique et méthodologique. Donc c'est super vaste. Donc ça veut dire que grosso modo, il va y avoir, une dizaine, une douzaine d'ingénieurs qui vont aider pendant une après-midi des étudiants, des chercheurs, des personnels administratifs, des journalistes, des artistes du numérique, whatever, sur leurs problématiques. Et ça, c'est ouvert donc aussi bien aux internes de Sciences Po qu'aux Complètement. externes. D'accord. Ouais. Alors le seul bémol à ça, c'est que on fait un accompagnement qui est extrêmement qualitatif. Donc c'est un ingénieur, une personne en général, un ingénieur, une personne qui a besoin d'aide. Du coup, on peut pas recevoir 50 personnes. Et puis on a toute une méthode qui sous-tend cet atelier qu'on a décrit dans un article qu'on a publié avec Diego. Toute une méthodologie pour recevoir les gens, pour les faire parler de leurs problématiques de recherche, etc. Qui fait que, si on reçoit 50 personnes, ça ne marche pas. Voilà. Encore une fois, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus local. Concernant l'annuaire, donc pour l'instant, on l'a développé. C'est un annuaire qui est fait du coup qui a été pensé pour mettre en lumière les profils des ingénieurs de Sciences Po et de l'Université Paris-Cité. Mais évidemment, ce qu'on a embarqué dans la technique, c'est pas quelque chose qui est spécifique à Sciences Po ou à l'Université Paris-Cité. C'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel n'importe quel ingénieur ou personne qui se reconnaît dans le métier d'ingénieur dans l'univers de la recherche peut se faire répertorier. L'idée, c'était d'avoir un annuaire professionnel pour que si un journaliste, si quelqu'un qui organise une formation puisse trouver des profils d'ingénieurs pour pouvoir venir parler dans un podcast, par exemple, dans une émission de télé, à la radio, pour former des gens, etc. Voilà, l'idée, c'était de faire ça. On en trouve déjà pas mal, en fait, pour les chercheurs. D'ailleurs, c'est des profils qui sont assez mis en lumière sur les sites institutionnels. Mais les profils d'ingénieurs, en fait, pas du tout. Et pour faire carrière, pour pouvoir aussi nourrir sa propre expertise et son propre métier avec des choses qui viennent de l'extérieur, je trouve que c'est important, quoi. Je trouve ça super En fait, je vois des similarités avec nous, ce qu'on vit au sein du centre d'INRIA de Paris. On a ces deux problématiques qui sont arrivées un petit peu en même temps d'ailleurs. Une première qui était de se dire comment nous, le service d'expérimentation et développement, comment on peut faire vivre un peu de la même manière dont tu parles de ces ateliers, c'est-à-dire comment on peut apporter un service de support qui soit beaucoup plus vaste au sein du centre, et on invite tout profil qui, non pas seulement des ingénieurs, mais aussi des chercheurs, des stagiaires, des étudiants, à venir discuter avec nous de leurs problématiques techniques et à y répondre. Pareil avec un système de créneaux, voilà, une permanence dédiée où voilà, des gens se rendent disponibles et où on fait vraiment du mentoring un à un. Voilà, où pareil, c'est vraiment cette idée d'avoir quelque chose de très qualitatif, de très ciblé. Alors nous, c'est un petit peu plus de mal à prendre. Justement, je serais intéressé peut-être un tout petit peu creuser sur Enfin, vous dites même que vous avez publié une méthodologie particulière, donc je pense que ça sera très intéressant d'aller voir un petit peu ce que vous avez publié, parce que ça peut être très intéressant de ce côté-là. Et puis une autre chose, c'est effectivement cet aspect de voilà, les chercheurs sont très très bons pour mettre en valeur, valoriser leur réseau et valoriser leurs compétences, notamment parce qu'ils ont un livrable qui est le papier, hein, qui est vraiment la vitrine de ce qu'ils sont capables de faire. Pour nous, les ingénieurs, il y a même des fois des projets sur lesquels on peut même pas publier notre code. Donc c'est difficile de faire, de valoriser ce que nous produisons. Donc c'est pareil, alors nous, ça s'appelle plutôt cartographie des compétences, côté INRIA, mais j'ai l'impression que ça rejoint un petit peu certains des objectifs que vous venez de mentionner sur l'annuaire, où l'objectif, c'est pas à des fins de surveillance ou à des fins de listing exhaustif. Le but, c'est de donner, de ce que j'ai compris, une plateforme pour partager, de se mettre en valeur et dire, voilà, je suis disponible,
j'ai ces compétences, je suis capable de faire tout ça et je suis intéressé pour faire telle ou telle chose et permettre la mise en relation avec d'autres personnes qui partageraient ces centres d'intérêt. Est-ce que j'ai à peu près bien couvert, à peu près bien résumé la... Oui, tout à fait. Effectivement, c'est un annuaire qui met en lumière beaucoup qui est construit autour qui met en lumière les compétences en fait des ingénieurs. On s'est inspiré très grandement d'un autre annuaire qui est en ligne et qui s'appelle l'annuaire des expertes, qui lui met en lumière des profils féminins du coup, qui ont certaines expertises. C'était le but et on a longuement interviewé les personnes qui est à l'origine de cet annuaire et de savoir comment il avait été pensé, comment il avait été construit, qu'est-ce qui marche pas, etc. avant de construire le nôtre. À la fin, comment il se matérialise? Est-ce que c'est un site web avec une recherche derrière? Comment il est déjà déployé? Alors, il est déployé, il est fonctionnel, on est en train de le nourrir, grosso modo, de mettre les premiers profils dedans avant de vraiment d'annoncer sa sortie, parce que s'il est tout blanc, c'est pas très vendeur. Oui, il y a un système de recherche, on peut chercher par le nom des personnes, mais on peut aussi chercher par compétences. Et puis il y a des filtres, est-ce qu'on veut plutôt un intervenant masculin, un intervenant féminin ou autre, ne serait-ce que parce que quand par exemple on fait des jurys, on a des jurys de recrutement, on peut avoir intérêt à avoir des tables mixtes. Et dans ce cas-là, on a besoin de trouver des gens qui sont alors en général, on trouve facilement des profils masculins, mais les profils féminins sont plus difficiles à identifier. Donc c'est aussi dans cette optique-là qu'on a créé cet annuaire, ouais. Je me permets peut-être une aparté. Justement, parce que là, vous êtes donc dans les sciences sociales et humaines. Comment justement, au niveau de la parité, au niveau de la représentation des minorités, comment vous vous situez? Alors nous, par exemple, en sciences, très clairement, on est très très loin derrière. Ça s'améliore, mais la parité est loin d'être là. Je me posais cette question voilà, de votre côté, vu que t'as amené le sujet. Au niveau de la mixité, comment vous vous Alors situez? sur les profils d'ingénieurs, la mixité souffre des mêmes problématiques que pour les ingénieurs en sciences dures, hein, voilà. Donc beaucoup moins de profils féminins que de profils masculins. Sur les questions plus larges d'inclusivité, on est encore plus mauvais, notamment à Sciences Po. Alors après, je suis pas sûre qu'on puisse vraiment faire des stats très parlants à Sciences Po parce qu'en fait, on est très peu. Hein. On est 40, donc voilà. Mais ce que je peux vous dire, c'est que sur l'annuaire, quand on fait une recherche typiquement par profil, ce qu'on a décidé de faire, nous, c'est de mettre les profils féminins à l'affichage en premier, en haut de la page. Enfin, pas les profils féminins, plus précisément les profils non masculins, si je dois être précise. Oui, oui. Et donc, du coup, ça veut dire que derrière, il y a une démarche un petit peu, il y a un besoin, il y a des choix de design qui ont été faits. Ça m'amène un peu naturellement à comment le projet a été géré et comment son cycle de vie a évolué. Comment vous êtes organisé d'un point de vue pilotage pour mener ce projet à bien? Alors le projet d'annuaire, il est très marqué par la structure du Media Lab aussi. Tout à l'heure, je parlais du trépied design, technique, recherche. Au Media Lab, en fait, en réalité, on s'est appuyé là-dessus. On avait la possibilité de débloquer du temps de développement informatique en interne au Media Lab, donc avec une personne, Béatrice Mazoyer, pour ne pas la nommer, qui souhaitait monter en compétence, puisque c'est le terme qu'on utilise, sur le développement web, et qui du coup a pris en charge une partie de ce développement-là. On a également en interne des designers, j'en ai parlé tout à l'heure, et donc on a profité d'un peu de temps de Robin Demoura, qui fait partie de l'équipe design du Media Lab, et qui a travaillé avec nous, donc Audrey, moi, pour le portage de projet, Béatrice, côté dev web, et Robin, dans de longues séances de design de l'outil. Et réellement dans le sens premier du design, c'est-à-dire des fonctionnalités pour une forme donnée. On a longuement discuté de, par exemple, la question de la remontée des profils non masculins. On a beaucoup discuté de la forme à donner à un profil, de la liberté dans le choix des compétences des personnes qui s'inscrivent, du nombre de compétences, de l'arbre de compétences lui-même, puisque au final, l'annuaire, Audrey l'a dit tout à l'heure, est appuyé sur un arbre qui décrit les compétences des ingénieurs. La manière dont cet arbre doit de toute façon être ouvert à la contribution des personnes qui s'inscrivent sur l'annuaire pour l'enrichir. Tout à l'heure, tu parlais de l'annuaire comme un éventuel outil de surveillance. On a été ouvert aux critiques lors de ces séances de design de notre communauté, de notre comité de pilotage du projet Raisin, mais de la communauté plus large, sur le but d'un tel outil.
Tout à l'heure, tu avais posé la question de l'évaluation du projet, de la manière dont on peut évaluer un tel projet dans un contexte de recherche où les chercheurs, eux, publient des papiers. Nous, avec un projet comme Raisin et le montage d'un réseau ou l'animation d'une communauté, on a des difficultés à avoir des livrables clairs. Je pense qu'une partie du projet Raisin a tenu à jouer le jeu des indicateurs de projet, de la création d'indicateurs de projet bien définis, d'outils livrables pour pouvoir, donc la création d'indicateurs, le nombre d'ateliers tenus, le nombre de séminaires, le nombre de personnes invitées, le nombre de projets pris en charge, puisque ces ateliers prennent en charge des gens, et la création de livrables, donc du coup un annuaire très clair. C'est un site internet sur lequel une communauté peut s'inscrire et qui ensuite va pouvoir, entre guillemets, rendre des comptes. On saura combien de personnes se sont inscrites, quelles compétences, etc. Toutes ces choses très concrètes, elles sont là aussi pour pouvoir valoriser des choses qui sont beaucoup moins concrètes et beaucoup plus difficiles. Tout à l'heure, on a parlé de l'expérience et de l'expertise des ingés dans la recherche et de la difficulté à valoriser ces choses-là quand on n'est pas forcément... Certes, on est publiant, mais on fait des projets qui n'ont pas les mêmes indicateurs. Et donc, du coup, la place de la valorisation de l'ingénieur dans la recherche, elle est encore à définir. Je dirais qu'on a joué le jeu des indicateurs des projets de recherche pour pouvoir faire quelque chose de nouveau, mettre en avant des compétences qui sont différentes. Et l'annuaire, c'est clairement la concrétisation de ça. C'est que du coup, on a des gens qui peuvent s'inscrire avec des compétences très très variées, qui vont de la communication scientifique, de la gestion de projets agiles, au Haskell, langage de programmation fonctionnelle, qui est utilisé dans certains projets de recherche, de l'imagerie médicale à la biologie, en passant par évidemment les sciences humaines, puisque c'est de là dont nous on parle. Alors, j'ai 2 questions qui me viennent. Je vais commencer par sur la partie, gestion de projet en elle-même. Là, de ce que je comprends, il y a quand même une démarche de formalisation de besoins et de développement technique au travers d'ateliers, d'interviews. Est-ce que vous avez utilisé aussi d'autres, méthodes plus formelles? Par exemple, faire, des maquettes, que vous avez ensuite données à votre communauté pour la tester? Ou est-ce qu'il y avait aussi une démarche qualité qui a été mise derrière? La question, c'est est-ce que vous avez fait ça plutôt de manière, j'ai envie de dire, artisanale? C'est-à-dire on dit, bah, on est un groupe de motivés et on fait ça un petit peu, on met un cadrage, mais on se permet des libertés sur l'implémentation et sur la méthodologie à apporter? Ou est-ce que vous êtes allé plutôt sur une méthodologie, je dirais, plus industrielle, où bah, vous avez suivi une méthode beaucoup plus carrée telle qu'on verrait dans du privé où il y a la formalisation d'un cahier des charges, des tests fonctionnels associés, on les développe, on vérifie que les tests fonctionnels répondent aux besoins et puis on itère comme ça. Voilà. Ou est-ce que vous avez mis le curseur un peu entre les deux aussi? On a fait quelque chose qui nous ressemble assez à un mix entre les deux. Okay. C'est clair. Alors, du coup, il y a eu un cahier des charges au départ qui a été implémenté. Ensuite, il y a eu effectivement des tests, notamment des tests de design pour savoir si tout le monde se reconnaissait dans la forme que prenait le profil. Ensuite, on a eu des reviews et des critiques sur tout ça qu'on a fait de manière non mixte, parce que c'était important aussi que les femmes puissent se reconnaître dans la forme que prenait cet annuaire, et bien sûr aussi les hommes. Mais souvent, il y a plein d'études qui le démontrent et qui décortiquent un peu ces process. Et les femmes ont du mal à mettre en lumière leurs compétences. Elles sont plus, on va dire, modestes dans la manière de mettre en lumière leur profil. Donc d'ailleurs, on le voit dans l'annuaire. Elles mettent systématiquement moins de compétences que les hommes. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a pris en compte dans le cadre du développement de cet outil, en fait. Mais oui, il y a bien eu un cahier des charges, mais on n'est pas allé jusqu'à une industrialisation du procédé. On est resté sur un mixte entre industrialisation et artisanat, on va dire. Ouais, on reste quand même des artisans. Au fond. Il y a eu un cahier des charges. Il y a eu un cahier des charges, non, définitivement. Je ne sais pas où il est actuellement. Il est sur le drive. Ah oui, c'est vrai. Je dirais, pour compléter, qu'on est encore dans le processus. C'est pas fini. On ne peut pas parler de l'annuaire comme quelque chose de terminé actuellement. Certes, il est fonctionnel, mais on attend. Là, on est dans un peu un processus à 4 phases où on va du coup diffuser progressivement au sein de communautés de plus en plus grandes, enfin de parties de notre communauté de plus en plus grandes, afin d'avoir des retours. Et on se laisse la possibilité, du coup, de revenir sur certains choix. Je dirais, pour exemplifier ça, qu'au départ, on avait laissé totalement ouvert le nombre de compétences
qu'on pouvait ajouter à un profil. Suite au feedback, aux retours qu'on a eus, notamment les retours non mixtes et la question du nombre de compétences et de la formalisation d'un profil, de la mise en lumière d'un profil et des différences genrées dans la manière de remplir le simple formulaire, alors on a limité. On est aujourd'hui sur un modèle où on a 6 compétences maximum par profil, pour éviter d'avoir, vous vous en doutez, un profil avec 45 compétences, c'est-à-dire un super ingénieur, qui évidemment va remonter très souvent, même si c'est un homme, on va le retrouver, et d'avoir des profils qu'on va interpréter comme beaucoup plus modestes, avec une seulement ou 2 compétences, et qui du coup vont être moins mises en valeur. On n'a pas de niveau de compétences. On cite simplement des compétences. Donc on joue avec les limites et on se permet de faire évoluer l'outil. Est-ce que vous avez fait face à de la résistance par rapport à tout partie de vos utilisateurs et comment vous êtes adapté, même en enlevant, on va dire, peut-être les inquiétudes au niveau de est-ce que cet outil peut être utilisé pour des raisons émergentes du besoin auquel il répond, notamment par exemple la surveillance. Il y a vraiment la question de juste il y a cet outil, il est bien, mais il faut ensuite le vendre à sa communauté et l'alimenter. Bien sûr. Et ça, souvent, c'est un aspect qui peut être vraiment compliqué, là, vraiment la phase d'attaque, aller chercher des utilisateurs. Comment ça s'est passé de votre côté pour faire en sorte que les gens l'utilisent, cet outil? C'est encore, je le disais tout à l'heure, on est encore dedans. On sait qu'on s'appuie sur pas un réseau, mais des réseaux existants. Les listes calcul, les listes devlog, les listes MathSHS, c'est-à-dire des 3 au moins parmi des dizaines de réseaux d'ingénieurs de recherche ou de chercheurs même qui existent et qui du coup vont pouvoir, on l'espère, utiliser cet annuaire. Après, c'est clair qu'on a fait face à de la résistance. En tout début de notre entretien, je citais un peu en exemple ou en premier collaborateur et échange du projet MathSHS, le réseau du coup méthode analyse terrain enquête en SHS, qui est un réseau d'ingénieurs CNRS qui a 10 ans cette année. Eux ont mis le focus sur des ANF, des actions nationales de formation annuelles, dont j'ai pu profiter et que d'ailleurs je salue et remercie tout le réseau MathSHS. Mais eux se sont posé la question de créer un annuaire. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont beaucoup discuté du sujet, j'en ai discuté avec eux et ils ne l'ont pas fait. À un moment donné, je disais qu'avec Reza, on venait compléter, on venait ajouter à la communauté des choses qui n'ont pas été faites. En partie, c'est ça en fait. C'est qu'on s'est dit que nous, on allait tenter de le faire parce que grâce à la structure du projet Raisin, grâce aux expertises en design, en développement et à la possibilité de mobiliser Robin, Béatrice que je citais tout à l'heure, on pouvait se poser les questions. Le long de longues séances de design ensemble, on s'est dit ok, comment on ferait pour le faire correctement? Et pour l'instant, je ne sais pas si on l'a fait correctement. On verra si les gens vont l'utiliser. Je vais compléter un peu. Donc oui, effectivement, l'annuaire, c'est quelque chose qu'on est en train de déployer. Donc c'est quelque chose où on va voir les gens on est dans la phase où on va voir les gens, on fait de la com pour présenter le projet, présenter ses présupposés, etc. pour que les gens aient envie de s'inscrire. On a une phase de déploiement qui est en cercle concentrique, donc on part d'abord de Sciences Po et des gens qu'on connaît à Sciences Po. Bon, ça c'est facile, hein. Pour ça, on va communiquer auprès des secrétaires généraux des laboratoires de recherche, auprès des listes internes d'ingénieurs qu'on a, hein, sachant qu'on se connaît tous en fait. Donc c'est facile. Après, je pense qu'il y a un effet d'entraînement aussi, c'est-à-dire que plus on est sur l'annuaire, plus les gens vont s'y mettre aussi. Mais il n'y a surtout aucune obligation. C'est-à-dire que ce n'est pas un annuaire institutionnel. Le problème je pense que les longues discussions qu'ils ont eues au sein du copil de MathSHS, c'est que ils sont CNRS et donc ça aurait été un annuaire CNRS. Donc ça veut dire que moi, si demain on me demande de m'inscrire dans un annuaire CNRS, je vais me dire non, en fait, je suis pas légitime à le faire. Je suis pas CNRS. Nous, notre annuaire, il est indépendant de ce type de tutelle. C'est vraiment construit sur le site des experts, c'est-à-dire et sur la même idée qui est que si vous avez envie de vous faire connaître en tant que professionnel, vous pouvez vous inscrire. Si vous vous reconnaissez, donc c'est purement déclaratif en fait, dans le métier d'ingénieur, dans l'univers de la recherche, alors venez. Mais il n'y a pas de flicage institutionnel parce qu'en fait, il n'y a pas de tutelle institutionnelle derrière. Ouais, donc tu mets en avant le fait que vous êtes neutre par rapport au... Alors pour une fois, on profite du fait que
on a un projet de collaboration qui est financé, mais c'est un projet, c'est-à-dire que cet annuaire va vivre après la fin du projet. Donc pendant que c'est le projet, oui, il y a des financeurs qui sont, c'est un financement IDEX avec une co-tutelle Sciences Po, Université Paris-Cité. Donc on s'adresse en premier à ces publics-là, mais une fois que le projet arrête d'être financé, l'annuaire, il vit sa vie, hein. Sans financeur, sans tutelle, sans tout ça. Et donc souvent, c'est très embêtant dans le cadre d'un projet. Parce qu'on a commencé des travaux, qu'on aimerait pouvoir les poursuivre, qu'éventuellement on a employé des gens qu'on aurait aimé garder, etc. Mais là, pour une fois, ça a un effet bénéfique, je trouve. C'est là, en fait, là, on a plutôt couvert le plan de communication. Mais effectivement, on se pose la question, l'après, donc une fois que le financement IDEX arrive à la fin, à votre avis, est-ce que vous aurez besoin d'aller chercher d'autres financements pour que l'annuaire puisse vivre? Ou est-ce que vous pensez que, hormis les coûts, on va dire, est-ce que le projet va plutôt être en mode run et il n'y aura plus vraiment de développement actif et ce sera juste, entre guillemets, d'assurer sa maintenance, d'assurer sa mise en condition opérationnelle et vous pourrez peut-être même le laisser sa maintenance à la communauté. Comment vous voyez en fait la gestion de l'après? Moi, je vais déposer un raisin 2. Raisin, c'est pour réseau d'ingénieurs. Je vais déposer un raisin 2 pour demander des financements, mais ça concernera pas l'annuaire, en fait, qui lui va vivre sa vie gentiment. D'abord sous la maintenance et la houlette de l'équipe technique du Media Lab, parce que c'est pour des facilités évidentes. Et après, pourquoi pas, effectivement, d'autres personnes dans le réseau, hein. Moi, ça me pose aucun problème. Derrière ma question, il y a le fait que moi, dans mon expérience du privé, mais aussi dans certains projets open source, il y a une difficulté s'arrêter à déclarer une fin nette et précise d'un projet, de dire le projet, il est feature complete et maintenant il passe en run. Voilà, on va le maintenir, il répond à des fonctionnalités. Vraiment, je pose la question de dire, souvent, il y a déjà, on est content d'avoir du financement pour un projet, on est content que ça vive, on est content que ce soit utilisé, et c'est rare que la question de l'après vienne parce on est déjà content que le projet soit utilisé. Ce sera souvent le cas en recherche. Donc voilà, ma question sous-jacente, c'était est-ce que vous y aviez pensé? Est-ce que c'était encore en discussion? J'ai l'impression que c'est encore un sujet. Mais voilà, je pense qu'il n'y a aucun souci à dire que vous attendez à ce qu'à la fin de raisin, le projet, il est, en termes de développement de fonctionnalités, il est terminé et on passe à... Alors, en termes de fonctionnalité, l'annuaire, il sera terminé à la fin de raisin. Et je pense qu'il va vivre sa vie, y compris sans nous. C'est un outil, en fait, un service même presque, qu'on offre. En revanche, j'ai plus de mal à lâcher une autre partie du projet qui va être plutôt les ateliers, les séances de formation entre ingénieurs, ce genre de choses-là. Et donc, on est en train d'organiser d'autres sous-communautés, on va dire, à Raisin pour reprendre ces parties-là et les faire vivre. Voilà. Quels enseignements de Raisin 1 tu garderais justement pour mettre en forme Raisin 2? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, tu vas faire un prolongement de choses que tu as peut-être pu faire ou pas totalement faire en Raisin 1 et fournir une proposition plus forte pour Raisin 2. Qu'est-ce que tu as gardé comme enseignement et comme feedback de Raisin 1 qui vont t'aider à faire un Raisin 2? Je pense que le premier truc, je prends la parole avant que Audrey réponde, c'est de dire une personne, il faut que les projets soient non seulement financés, mais qu'ils aient du coup, là, la chance de Raisin, ça a été d'avoir un CDD de 2 ans, c'est conséquent quand même si c'est temporaire, pour le projet. Mais je pense que tu avais plein d'autres choses à dire. Ouais, je pense qu'il faut... ce qui m'intéresserait de faire dans Raisin 2, c'est de se faire rencontrer des ingénieurs de différents domaines. D'abord parce qu'ils ont des tas de choses à se dire au niveau des méthodes, qui ne sont pas toujours si éloignées que ce qu'on pense. Et ensuite parce que, à travers Raisin 1, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai rencontré des gens qui étaient très engagés et qui avaient une vision, qui se sentaient vraiment concernés personnellement et professionnellement par une certaine vision de la recherche. Et du coup, je pense que ça, c'est très structurant, au-delà des questions de statut ingénieur de recherche, ingénieur d'études, ou bien des questions de domaine. Moi, je suis ingénieur dans la recherche en maths, moi, je suis ingénieur dans la recherche en santé, moi, je fais des SHS, etc., en fait. Et du coup, je pense que ces gens-là, ils ont des choses à se dire, ils ont des choses à échanger, ils sont souvent, si ce n'est isolés dans leur institution et leur labo, isolés de par leur domaine et les spécificités de leur domaine.
Donc j'ai envie dans Raisin 2 de monter une université d'hiver de plusieurs jours. L'idée, c'est d'enfermer tout le monde pendant une semaine jusqu'à ce que les gens se parlent et se forment les uns les autres. Et je pense que peut-être même on pourrait rédiger un espèce de manifeste de ce que c'est que d'avoir un point de vue réflexif en fait sur ce que c'est que d'être ingénieur dans le milieu de la recherche et de ce qu'on veut faire de ce métier-là en fait. Voilà. Alors je sais que institutionnellement il y a déjà des choses qui ont été faites, mais là je voudrais aussi qu'on dépasse le cadre purement institutionnel. Je voudrais juste qu'on soit entre gens concernés, quoi. Voilà. J'aime beaucoup ta réponse parce que un réseau avec lequel moi en fait je suis devenu ingénieur de recherche en Angleterre, où là-bas il n'y a pas cette vision institutionnelle de ce qu'est un ingénieur de recherche. Eux, le métier d'ingénieur de recherche a émergé de la pratique du développement dans la recherche et de la nécessité de reconnaître cette fonction de support, cette fonction de soutien à la recherche et de leur donner à terme des possibilités de carrière, des possibilités de reconnaissance de leur travail. Et c'est pareil, j'aime beaucoup cette communauté parce que elle a un peu cette même philosophie de dire on veut des événements où tout le monde se met ensemble et tout le monde réfléchit sur le métier en fait. Pas nécessairement aller au-delà de notre domaine, au-delà des méthodos qu'on utilise, des pratiques de développement qu'on utilise, des personnels de recherche avec lesquels on travaille et potentiellement les biais qui sont associés avec la pratique de notre métier dans notre domaine en particulier, mais de se voir tous ensemble et d'échanger sur qu'est-ce qu'est fondamentalement notre métier. Je voulais juste appuyer le fait que je trouve que ta démarche ressemble beaucoup à la démarche de nos amis britanniques. Et je pense qu'effectivement, dépasser la définition d'ingénieur de recherche telle qu'elle est publiée actuellement, et je pense que ça va boucler la boucle avec notre introduction puisqu'on avait commencé par là, de dire dépasser ce cadre et se dire, mais en fait, est-ce que notre métier, ça n'est pas plus, et faire émerger ces idées d'une communauté, quitte à les enfermer tous et à les séquestrer pendant une semaine. Il faut en passer par là. Ma foi, je pense que ça sera un livrable très, très intéressant. Alors, on a une question, la question traditionnelle de fin de podcast, qui est la suivante. Quelle découverte de votre domaine de recherche mériterait d'être connue des autres ? Je crois que ce qui m'intéresse le plus dans mon métier et ce qui me forme, ce qui m'aide à me former le plus, à progresser le plus, c'est vraiment de me retrouver en contact avec des gens qui vont me demander de l'aide sur des choses alors qu'ils n'ont aucune connaissance de mon métier. C'est-à-dire, typiquement, dans le cadre des ateliers de méthode, c'est de confronter en fait mes compétences et mes habitudes de travail à des gens qui ont absolument pas du tout les mêmes, y compris pas du tout les mêmes enjeux. Voilà. Ça, c'est de l'auto-formation puissance 10 000. Moi, je répondrai quelque chose qui va un peu dans le même sens, mais plus sous la forme d'une provocation. J'ai envie de dire que le monde scientifique, peut-être moins les SHS, mais en général, il y a une image d'une sorte de rigueur qui va avec la rigueur scientifique. En fait, on bricole pas mal. On fait pas mal d'artisanat. Tout à l'heure, c'est un mot qui est sorti dans notre entretien. Donc, on fait pas mal de bricolage. On fait un peu n'importe quoi. Mais ça veut pas dire que ça mérite pas d'être découvert. En fait, en montant ce projet Raisin et en essayant tant bien que mal de participer à animer notre communauté, j'ai appris que c'est un joyeux bordel. Sur cette note, je vous remercie encore pour votre participation et puis bonne continuation pour la suite. À vous aussi. Beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Oh, c'est déjà fini. Mais merci pour votre écoute. Code for Thought est animé par Ghislain Veillant, réalisé par Peter Schmidt et sous licence Creative Commons. À la prochaine.